Et voici la vidéo règle d'Elysium, un excellent jeu de gestion et de cartes actives pour 2 à 4 joueurs. À partir de 14 ans, c'est un jeu de Brett J. Gilbert et Matthew Dunstan, édité par Space Cowboy. Au niveau du matériel, dans le superbe boîtage, vous allez trouver un fronton et un bas de temple, que vous allez disposer comme ceci sur la table. Alors attention, le fronton a 2 faces, vous placerez sur la face de votre choix, ça n'a aucune importance pour le jeu, mais ça permet de renouveler les parties. Ensuite, vous allez trouver un ensemble de tuiles cartonnées, comme ceci, avec des chiffres, et en haut à gauche, il y a des petits pointillés qui indiquent le nombre de joueurs. Là, je vais vous faire un exemple à 4 joueurs. On va donc prendre tous les symboles où il y a 4 points de dessinée, c'est-à-dire ces 4 cartes-là. Les autres pourront être remises dans la boîte. Et on va placer ces cartes de la plus petite à la plus grande sous le fronton du temple. 1, 2, 3... et 4, ce qui va nous former un joli paysage. Voilà. Et donc, notre temple est construit. Ensuite, nous allons trouver un petit marqueur d'époque que l'on va placer sur la case 1 des marches du temple. Ensuite, chacun va constituer son plateau individuel comme ceci en encastrant 2 parties, 2 petits plateaux. Ensuite, chaque joueur va recevoir aussi 4 colonnes, une colonne de chaque couleur. Alors voilà, ce sont de chouettes colonnes comme ceci, avec un espèce de sigle qui correspond à une lettre grecque. Nous allons donc les placer au milieu de notre petit plateau individuel. Et enfin, nous allons prendre des jetons correspondant au nombre de joueurs. Un joueur sera désigné premier joueur et il va placer le chiffre devant lui sur son petit plateau individuel à droite. Et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va prendre en fait le chiffre supérieur. Donc 2, 3 et 4 pour le dernier. Alors, il est à noter qu'à 3 ou à 4 joueurs, la disposition est exactement la même. Si on joue à 2, il y a une petite variante que je vous présenterai en fin de vidéo règle. Évidemment, si vous jouez à 3, vous n'utiliserez pas le jeton numéro 4 qui sera remis dans la boîte. Nous avons ensuite un ensemble de pièces d'or de valeur 1 et 5. En début de partie, chaque joueur va récupérer 4 pièces d'or qu'il va placer sur son plateau individuel sur l'emplacement approprié. Et ensuite, les autres seront disposés à côté du plateau de jeu dans une banque. Puis nous avons des jetons points de victoire qu'on va aussi disposer à côté du plateau de jeu et chaque joueur va en recevoir en fonction du chiffre qui est devant lui. Donc le premier recevra 1 point de victoire, le deuxième 2 points de victoire, 3 points pour le troisième et si vous jouez à 4, 4 points pour le quatrième, le reste étant disposé à côté du plateau. Ensuite nous avons un ensemble d'anneaux de déclenchement comme ceci qui seront disposés aussi dans la réserve générale. Puis nous allons sélectionner les paquets de cartes des différents dieux avec lesquels nous allons faire la partie. Alors sur les 8 disponibles, nous allons en prendre 5. On peut les prendre au hasard quand on connaît bien le jeu, mais pour une première partie, il est conseillé dans la boîte de jouer avec certains d'entre eux. Nous allons donc commencer une partie avec ceux qui sont conseillés. Tout d'abord Athéna, en fait, qui est symbolisée par la petite chouette, comme ceci. Ensuite, nous avons besoin d'Héphaïstos, qui est représenté par ceci, le symbole du bouclier de forgeron. Ensuite, nous avons droit à Hadès avec la tête de loup. Puis, nous avons Poséidon avec les 2 poissons l'un dans l'autre, comme ceci. Et enfin, Zeus, évidemment, le roi des dieux, avec le symbole d'éclair dans la main. On va donc prendre toutes ces cartes, les 3 autres ne serviront pas, on peut donc les redisposer sur le côté, et nous allons mélanger en fait l'ensemble de toutes ces cartes. Après avoir effectué ce mélange, vous allez donc poser ce paquet de cartes à côté du plateau de jeu comme ceci, et nous allons tirer du dessus de ce paquet 3 fois le nombre de cartes par rapport au nombre de joueurs. Donc, si nous sommes 4, eh bien ça fera 3 x 4, 12 cartes, et on rajoutera toujours plus une carte. Si on joue à 3, c'est donc 3 x 3, 9, plus 1, 10 cartes. Donc on va tirer 12 cartes qu'on va placer comme ceci, face visible, devant tout le monde, au milieu du jeu. Ensuite, vous allez trouver un ensemble de jetons bonus correspondant à chacun des dieux, et dans chacun de ces dieux, il y a un jeton bonus 5 et un jeton bonus 2.
On va évidemment sélectionner uniquement les jetons bonus correspondant aux dieux avec lesquels on joue et qui sont donc à l'intérieur du paquet de cartes, plus 3 jetons bonus chiffrés 1, 2, 3 qui seront toujours utilisés quels que soient les dieux tirés. Il ne nous reste plus alors que l'oracle, mais qui ne sera utilisé que si on joue avec le dieu Apollon, donc pas sur les premières parties vu qu'on ne l'a pas sélectionné, ainsi que des jetons comme ceci qui sont des jetons correspondant à Arès et qui ne seront donc pas non plus utilisés sur nos premières parties. Il ne nous reste alors qu'à distribuer une petite carte d'aide de jeu à chaque joueur et nous serons prêts à débuter la partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes tous des demi-dieux pendant la Grèce antique qui allons devoir attirer la faveur des dieux pour réussir des quêtes. À chaque tour, il y en a donc 5 dans le jeu, vous allez tenter d'acquérir des cartes qui vont déclencher leur pouvoir spécial lorsqu'elles seront placées au-dessus de votre petit plateau individuel qui correspondra à votre domaine. Et ensuite, il faudra les faire passer en dessous de votre plateau individuel dans votre Elysium pour ainsi inscrire votre légende au palmarès des demi-dieux. Évidemment, le joueur qui aura obtenu le plus de points de victoire en fin de partie l'emportera. Alors, pour le déroulement, le jeu va se dérouler en 5 tours de jeu. Lors de chacun de ces tours de jeu, il y aura 4 phases à effectuer. Une phase d'éveil, une phase d'action, une phase d'écriture des légendes et une phase de fin d'époque. Nous sommes donc au premier tour et nous commençons par la phase d'éveil, mais la phase d'éveil a déjà été réalisée puisque c'est le placement en fait de nouvelles cartes au milieu du jeu. Nous avons vu qu'on en tire 3 fois le nombre de joueurs plus 1, donc là nous en avons mis 13 sur la table. On passe donc à la phase 2, qui est la phase d'action. Alors, lors de cette phase d'action, les joueurs vont jouer à tour de rôle dans l'ordre des chiffres qu'ils ont placés à droite de leur plateau individuel. Lors de chacun de ces tours, ils vont devoir prendre une carte de famille ou bien prendre une carte de quête, qui sont les cartes 1, 2, 3, 4 qui sont placées à l'intérieur du temple. Alors, à la fin de ces 4 tours de jeu, vous aurez forcément pris 3 cartes de famille et une seule carte de quête, c'est obligatoire. Alors, parlons tout d'abord des cartes de famille. Alors, les cartes de famille se présentent toutes de la même façon comme ceci. En haut, il y a un chiffre qui va de 1 à 3 et qui correspond à un dieu. Il y a aussi une couleur pour se rappeler à quel dieu cette carte de famille appartient. À droite, il y a aussi des symboles, ou un seul symbole, correspondant aux couleurs des colonnes qui se trouvent sur votre plateau individuel. Et c'est les colonnes qu'il vous faudra avoir sur votre plateau individuel pour avoir le droit de prendre la carte lors de votre tour. Ensuite, à gauche ici, il y a un symbole qui correspond aux différents types de cartes. Effectivement, elles vont s'activer différemment en fonction de ce symbole. Il y a aussi leur nom, car effectivement, il peut y avoir plusieurs fois une carte avec le même nom dans le jeu. Vous n'aurez pas le droit d'avoir 2 cartes identiques à l'intérieur de votre domaine. Et enfin, nous avons aussi un descriptif en fait du pouvoir de la carte si vous l'utilisez et qui est lié donc au type de carte en question. Alors évidemment, en début de manche, le mieux sera de lire à tout le monde en fait les capacités spéciales de toutes les cartes de façon à ce que tout le monde comprenne bien comment elles fonctionnent avant que la partie ne commence véritablement. Alors, imaginons que ce soit à notre premier joueur de jouer. Celui-ci décide donc de prendre une carte de famille. Pour pouvoir prendre une carte, il va donc falloir qu'il ait dans sa réserve de colonnes, les colonnes correspondantes à ce qui est indiqué à droite de la carte. S'il y a une seule couleur de présenter, c'est qu'il suffit d'avoir la colonne de la couleur correspondante. S'il y en a 2, eh bien, il faudra avoir les 2 couleurs correspondantes dans sa réserve. Parfois, il y a un rond noir. Le rond noir correspond à une couleur de colonne au choix. Donc là, par exemple, il faudra la colonne jaune plus une autre colonne, ce qui est le cas ici en début de partie.
Notre joueur décide donc quelle carte l'intéresse et quelle carte il désire acquérir. Imaginons qu'il ait envie d'avoir le juge du monde des morts, qui est donc une carte Hadès. Il lui faut donc la colonne jaune et une colonne de n'importe quelle couleur. Il peut donc tout à fait prendre cette carte, puisqu'il dispose pour l'instant de ces 4 colonnes. Il va donc placer cette carte au-dessus de son plateau individuel dans son domaine. Ensuite, après avoir récupéré une carte famille, il va falloir payer une colonne que l'on a dans sa réserve, et n'importe laquelle. Effectivement, on n'est pas obligé de payer une carte colonne qui correspond au coût de celle-ci. Donc là, il pourrait très bien décider, par exemple, de payer la colonne rouge. Mais il peut choisir une autre couleur en fonction de ce qui lui restera à acheter au tour suivant, lorsque ça sera à nouveau à lui de jouer. Car je vous rappelle qu'il faudra obligatoirement acquérir 3 cartes famille lors du tour. Donc attention à ce que l'on défausse, et la stratégie du jeu se joue là-dessus. Il pourrait donc par exemple dire, moi je vais plutôt dépenser du bleu. À ce moment-là, on place la colonne en dessous de sa réserve, on ne pourra plus l'utiliser dans le reste de la manche. Et ensuite, nous allons regarder un petit peu l'effet spécial de la carte. Alors, ce symbole avec un cercle comme ceci correspond à une carte qui devra être activée. Dès qu'on acquiert une carte avec ce symbole-là, on va prendre dans la réserve générale un symbole d'activation que l'on va placer sur la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pourrais utiliser le pouvoir de la carte qu'une seule fois dans la partie. Effectivement, si j'utilise le pouvoir, je défausserai le jeton que je remettrai dans la réserve générale, et ça indiquera que je ne pourrai plus faire ce pouvoir. Il faudra donc l'utiliser au bon moment. Alors, ces pouvoirs-là sont utilisables à n'importe quel moment pendant son tour. Donc là, c'est son tour. S'il le souhaitait, il pourrait tout de suite utiliser le pouvoir de sa carte. Mais il décide de ne rien en faire, et donc il a fini son tour. On passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant sélectionne aussi la carte qui l'intéresse à acquérir. Donc par exemple, il se dirait, tiens, allez, moi j'ai envie d'acheter celle-ci, en fait, qui est donc une carte d'Héphaïstos, et qui demande d'avoir une colonne bleue. J'ai la colonne bleue devant moi, donc c'est bon. Maintenant, je décide quelle colonne je vais devoir défausser. Je regarde un petit peu ce qu'il reste en jeu pour pouvoir qu'est-ce qu'il restera plus tard à acquérir. Il faut essayer d'anticiper effectivement sur les choix des autres joueurs. Et puis je choisis la colonne. Donc là par exemple, je pourrais me dire, bon, moi j'aimerais bien acquérir d'autres cartes Héphaïstos. Il y en a une ici qui demandera d'avoir du rouge, donc il ne faut pas que je défausse le rouge. J'aimerais bien avoir aussi d'autres cartes de niveau 3 qui demandent du vert, qui demandent n'importe quelle couleur, qui demandent un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Allez, je décide d'utiliser le jaune. Hop, je le place dessous, et c'est terminé. Mais ce n'est pas exactement terminé, car le pouvoir de la carte avec un petit éclair comme ceci, c'est un effet rapide, c'est-à-dire qu'il ne va se déclencher qu'une seule fois au moment où je vais acquérir la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle indique? Sacrifice, X pièces pour X points de victoire, avec une flèche comme ceci, et c'est indiqué échanger librement de l'or contre des points de victoire, ou l'inverse. Donc, comme je reçois cette carte, immédiatement, je peux décider de jeter de l'or pour recevoir des points de victoire supplémentaires, ou de jeter des points de victoire pour recevoir de l'or supplémentaire. Là, par exemple, c'est en début de partie, je me dis que je vais avoir besoin d'or, je peux me dire, allez, je décide de jeter mes 2 points de victoire, mais j'aurais très bien pu n'en jeter que 1, pour recevoir 2 ors à la place que je place dans ma réserve. Mon tour est alors terminé, on passe au tour du joueur suivant. Imaginons que le 3e joueur décide d'acquérir cette carte Aegis, il a besoin d'avoir les 2 colonnes vertes et jaunes, il les a, ensuite il décide laquelle il défausse, n'importe laquelle des colonnes, même pas obligé que ce soit ni vert ni jaune, je vous le rappelle. Il décide cependant d'enlever le jaune de sa réserve pour prendre Aegis. Alors, attention, les cartes qui ont ce symbole, en fait, d'infini, indiquent que le pouvoir va se déclencher tout le temps à partir du moment où cette carte sera dans notre domaine. En revanche, si elle passe dans notre Elysium, elle ne sera plus active. Les cartes, en fait, n'ont leur pouvoir que pendant qu'elles sont dans leur domaine, en fait, pour la plupart d'entre elles.
Donc celle-ci indique que à chaque fois, lorsque vous prenez ou transférez une carte Athéna, donc là c'est une carte Athéna, eh bien on recevra un or. Mais attention, le pouvoir ne se déclenche qu'à partir du moment où la carte est dans notre domaine. Donc là, ça ne fonctionne pas pour cette carte qui est elle-même une carte Athéna. Par contre, lorsque je la transférerai, effectivement le transfert indique un passage de son domaine à son Elysium, à ce moment-là, je recevrai un or, et pour chaque autre carte Athéna que je prendrai en fait dans mon domaine, je recevrai aussi un or. Donc ça lui paraissait sympathique d'avoir cette carte le plus tôt possible. Alors, qu'y a-t-il comme autre symbole? Il y a aussi le symbole avec une flèche, comme ceci, qui indiquera que l'on pourra utiliser ce pouvoir à chaque tour, c'est-à-dire, il y a 5 tours dans le jeu, donc si je l'ai suffisamment tôt, eh bien à chaque tour, je pourrai l'utiliser en l'inclinant sur le côté pour montrer que j'ai utilisé son pouvoir. Au tour suivant, elle reviendra comme ceci, et je pourrai à nouveau l'utiliser tant qu'elle est dans mon domaine. Effectivement, si elle passe pareil dans mon Elysium, je ne pourrai plus l'utiliser. Donc là, notre joueur pourrait décider de prendre celle-ci, et il défausse en fait la colonne de son choix. Allez, il se dit, moi je vais défausser du rouge, bien que je ne sois pas obligé, pour pouvoir la faire. Alors, esclave, qu'est-ce que ça indique? Défausser une carte de votre domaine pour recevoir 2 ors. Donc là, pour l'instant, c'est pas très intéressant qu'il le fasse, car s'il le fait, il pourra le faire directement sur les esclaves pour la défausser, c'est-à-dire la jeter définitivement, et recevoir 2 ors. Mais il a envie quand même de la garder un petit peu pour pouvoir utiliser ce pouvoir plusieurs fois. On repasse alors à notre premier joueur qui choisit à nouveau une carte et qui décide de prendre celle-ci. Hop, un Aume d'invisibilité. Il a toujours la colonne jaune, donc il peut la prendre. Ensuite, il décide de quelle colonne il décide d'enlever. Il enlève la rouge, par exemple. Et ces cartes-là, avec un symbole de lyre, correspondent aux cartes qui ne s'activeront exceptionnellement que pendant la phase de transfert qui se déroulera un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, on n'utilise pas ce pouvoir. Il décide de ne pas non plus utiliser le pouvoir de son autre carte. Il l'aurait pu, en défaussant ce jeton pour le faire, mais là ça ne l'arrange pas. On passe donc au tour du joueur suivant. Alors, nous avons vu que pendant le tour d'un joueur, celui-ci va pouvoir acquérir une carte de famille, mais il peut aussi acquérir une carte de quête, et ce sera même obligatoire dans les 4 tours que l'on va effectuer. Alors, pour pouvoir acquérir une carte de quête, il va falloir payer le prix qui est indiqué sur le fronton du temple, c'est-à-dire en fait avoir la colonne correspondante dans sa réserve à la couleur indiquée. Alors, ces cartes quêtes ont 2 fonctions. La première sera de changer l'ordre de tour. Effectivement, la carte que vous allez acquérir va vous indiquer à quelle place vous jouerez à la manche suivante. Donc c'est très important. Et en bas, il y a aussi des bonus qui sont accordés par ces différentes cartes. Là, c'est tout simplement recevoir de l'or, et lorsqu'il y a un chiffre dans une petite lyre, ce sera le nombre de cartes que vous aurez le droit de faire passer de votre domaine, c'est-à-dire au-dessus de votre plateau individuel, à votre Elysium en dessous de votre plateau individuel, et qui est donc essentiel pour marquer des points de victoire particuliers. Notre deuxième joueur pourrait donc se dire, bien moi, cette carte-là m'intéresse, car elle me permettra de gagner 3 sous lors de la dernière phase, de transférer 2 cartes, et puis en plus de gagner un point de victoire, car effectivement, il y a du point de victoire aussi. Ça me demande d'avoir la colonne bleue, j'ai bien la colonne bleue, donc je peux tout à fait prendre cette tuile, que je vais placer au bout de mon plateau de jeu, ici, toc, et je vais ensuite, comme d'habitude, défausser une colonne de mon choix, pas forcément celle qui m'a été nécessaire pour récupérer cette carte, et donc je pourrais par exemple me dire, bon allez, je vais défausser du rouge, parce que j'en aurais pas besoin par exemple pour prendre la première carte, car une fois qu'on a pris une carte de quête, on ne peut plus en prendre de la manche. Alors évidemment, tout ça amène plein de tactiques, donc là c'est à notre joueur 3 de jouer, et bien il pourrait se dire, tiens, ben moi j'aimerais bien acquérir un maximum de cartes Athéna. Nous verrons tout à l'heure en fait à quoi ça sert d'avoir plusieurs cartes du même dieu. Et il se dit, tiens, c'est sympa en fait, il y a la loi divine ici qui nécessite d'avoir une colonne verte et une colonne rouge. Je les ai, mais
je regarde un petit peu ce que les autres ont encore. Lui, il n'a plus de rouge, donc il ne pourra pas prendre cette carte. Celui-ci non plus, et celui-là non plus. Donc cette carte, je suis sûr que personne ne pourra la prendre sur le jeu, et donc du coup, je peux attendre un petit peu pour la prendre plus tard. Tant qu'à faire, je vais prendre une autre carte Athéna, donc je décide de prendre celle-ci, qui me demande d'avoir une colonne bleue et une colonne de n'importe quelle couleur, c'est le cas. Et je peux donc défausser la colonne bleue de façon à me garder les deux colonnes qui me permettront au tour d'après d'acquérir cette carte sans aucun problème. De plus, comme je viens d'acquérir une carte Athéna, mon pouvoir permanent ici se déclenche et je gagne donc un sou de la banque que je peux ajouter dans ma réserve personnelle immédiatement. Et ici, l'ambassade, en fait, je lui pose un jeton comme ceci d'activation que je pourrais donc utiliser quand je le souhaite. Alors qu'est-ce qu'il fait par exemple? Recevez un or et un point de victoire par carte Athéna dans votre domaine. Donc si je décide de l'utiliser immédiatement comme j'ai deux cartes Athéna, eh bien je recevrai 2 sous et 2 points de victoire, mais en même temps il y a aussi un petit symbole comme ceci avec une balance qui indique que tous les autres joueurs choisiront à ce moment-là l'or ou les points de victoire. Ils pourront eux aussi en fait remporter des points. Donc je préfère la garder pour plus tard, cette action, car si j'ai les 3, eh bien je pourrai le déclencher avec 3 cartes Athéna, ce qui sera encore plus positif pour moi. La phase d'action se poursuit donc ainsi, jusqu'à ce que chaque joueur ait reçu 3 cartes de famille et une carte de quête. Alors attention, il peut arriver certains moments où un joueur soit complètement bloqué. Là par exemple, il ne lui reste que 2 couleurs, et les cartes de famille qu'il doit acquérir eh bien, ne correspondent plus aux colonnes qu'il a. Malheureusement, il ne peut donc acheter ni l'une ni l'autre. S'il reste disponible à ce moment-là une tuile de quête et qu'il n'a pas encore acquis sa tuile de quête, eh bien à ce moment-là, il est obligé évidemment d'acquérir la tuile de quête correspondante. Donc là, par exemple, il paierait jaune pour recevoir la tuile de quête numéro 4. Mais imaginons que cette tuile ait déjà été prise, à ce moment-là, il se retrouve bloqué alors qu'il doit encore acquérir une tuile et une carte. À ce moment-là, on passe automatiquement aux cartes. Comme il ne peut pas acheter de cartes et qu'il ne peut pas prendre de tuile quête, il est obligé de prendre une carte du dessus du paquet qui sera considérée comme une tuile de citoyen et il la laissera face cachée sans la révéler aux autres joueurs. Ça lui coûtera cependant encore une colonne en fait de la couleur de son choix. Alors attention, on ne peut pas faire exprès de prendre une carte de citoyen, il ne faudra la prendre que si on ne peut pas acquérir de carte, et qu'on ne peut pas non plus acquérir la tuile de quête correspondante. Si j'ai déjà acquis la tuile de quête, eh bien à ce moment-là, je serai obligé de prendre aussi un citoyen. Enfin, si un joueur se retrouve au dernier tour et qu'il doive absolument récupérer une tuile de quête alors qu'il n'en a pas encore et qu'il n'a pas la colonne correspondante, à ce moment-là, il va récupérer la tuile de quête restante, mais une fois que tous les joueurs auront fini. C'est-à-dire qu'en fait, il passera son tour jusqu'à ce que tout le monde ait terminé. Et une fois que tout le monde a terminé, il récupérera forcément la tuile de quête qui reste et il la placera face cachée devant lui. Alors une fois que tous les tours d'action ont été effectués, eh bien on passe à la phase 3, qui est la phase d'écriture des légendes. Alors lors de la phase d'écriture des légendes, tout d'abord on va changer l'ordre de jeu, effectivement, en fonction des tuiles de quête qui ont été récupérées par les joueurs. Donc on replace tous les jetons au centre du jeu, et ensuite on refait une distribution dans l'ordre. Celui qui a pris le plus petit chiffre, donc là évidemment c'est le 1, il prend le 1, et puis le 2 reçoit le 2, et le 3 reçoit le 3, et puis attention, ceux qui ont éventuellement pris une quête inachevée qu'ils ont dû mettre face cachée devant eux, prendront forcément le plus gros chiffre, en fait, encore présent. Si jamais il y a une égalité entre plusieurs joueurs qui ont pris ça, eh bien on regarde leur niveau précédent, et on garde ce niveau-là, en fait, c'est-à-dire que celui qui avait le chiffre le plus important va prendre à nouveau le chiffre le plus important parmi ceux qui restent. Hop, et on se les replace comme ceci. Ensuite, chacun va regarder sa tuile de quête et il va recevoir l'or correspondant. Donc là, par exemple, pour le premier joueur, je reçois 2 ors de la banque que je peux immédiatement mettre dans ma réserve. On reçoit aussi les éventuels points de victoire. Donc là, par exemple, pour la carte 1, elle me rapporte aussi 2 points de victoire que je prends aussi dans la réserve générale
pour les placer sur mon plateau individuel. Et enfin, nous allons passer au transfert. Alors, les transferts sont indiqués par le chiffre dans la petite lyre, et ça va tout simplement indiquer le nombre maximum de cartes que j'aurai le droit de faire passer de mon domaine à mon Elysium en dessous pour marquer des points de victoire. Mais par contre, en plus de ça, donc là par exemple je peux transférer en fait qu'une seule carte à mon Elysium, eh bien je vais devoir payer en fait un coût qui va dépendre du niveau de la carte. Donc là par exemple notre joueur a pris surtout des cartes de niveau 3, eh bien ça lui coûtera 3 ors par carte qu'il décide de faire passer dans son Elysium. Là, imaginons qu'il décide de le faire seulement avec une des 3 cartes, puisque de toute façon, il n'a pas le choix. À ce moment-là, il va pouvoir payer donc 3 à la banque pour pouvoir faire passer en fait la carte de son choix dans son Elysium, et à ce moment-là, elle va perdre ses pouvoirs, on va pouvoir enlever les jetons qui ne seront plus utilisables. Alors attention, c'est lors de cette phase de transfert qu'on pourra utiliser les pouvoirs des cartes qui correspondent à ce moment en fait, donc ceux qui ont la petite lyre. Donc là par exemple, Aume d'invisibilité m'indique que lors de la phase de transfert, je peux transférer une carte supplémentaire. Donc là, le joueur doit pouvoir normalement transférer 2 cartes, et bien avec celle-ci, il peut éventuellement en transférer 3, donc là, la totalité de ce qu'il a. Mais encore faut-il qu'il puisse payer le coût. Donc là, par exemple, 3 et 2 et 1, eh bien ça fait 6. C'est bon, il les a, il peut donc, s'il le souhaite, décider de payer 6 à la banque pour transférer toutes ces cartes dans sa légende. Alors attention, lorsqu'on transfère ces cartes, on va les transférer une par une pour tenter de réaliser différentes légendes. Effectivement, nous avons 2 choix possibles pour les légendes que l'on construit. Nous pouvons faire des légendes de famille ou nous pouvons faire des légendes de niveau. Alors, les légendes de famille, ce sera, comme indiqué ici, 3 cartes de la même couleur, c'est-à-dire 3 cartes du même dieu, et ce sera forcément 3 cartes avec un chiffre différent. Donc, il faudra 1, 2, 3, puisque ça va que jusqu'à 3, dans une seule couleur. Donc, et on peut créer en fait cette légende dans l'ordre que l'on veut. Donc là, notre joueur pourrait décider de dire, bah, tiens, je vais commencer une légende d'Hadès, et donc je vais mettre un 2 et un 3. Si je pioche plus tard le 1 et que je le rajoute à la légende, eh bien j'aurai réussi à faire ma légende de famille. Deuxième possibilité, faire une légende de niveau. Alors là, les légendes de niveau, c'est forcément que des cartes de couleurs différentes, mais par contre, cette fois-ci, avec le même chiffre. Donc si par exemple, notre joueur avait ceci, et puis qu'il avait déjà commencé en plaçant une carte toute seule de niveau 3, eh bien il pourrait rajouter en fait des cartes de niveau 3 pour tenter de se faire une légende de niveau 3. Et donc ces légendes peuvent aller jusqu'à 5 cartes, puisqu'il y a 5 couleurs de cartes différentes en jeu à chaque nouvelle partie. Alors attention, au moment du transfert, vous devrez décider si vous continuez une légende déjà existante ou si vous commencez une nouvelle légende. Et attention, les cartes ne seront plus interchangeables. Donc si par exemple, là je décide de la placer ici pour commencer une nouvelle légende de niveau 3, et bien plus tard dans la partie, il me sera interdit en fait de prendre ce 3 en changeant d'avis pour tenter de la mettre sur une autre légende intéressante. Donc voilà, il faut bien réfléchir au moment où on transfère la carte, où c'est qu'on la place. Alors, nous avons vu aussi que les joueurs peuvent récupérer des cartes de citoyens lorsqu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir acquérir des cartes de famille. Eh bien, les citoyens sont transférables aussi sur une légende existante. Mais attention, ils ne peuvent être mis que sur une légende existante, et que si elle comporte au moins déjà 2 cartes. Donc là, par exemple, je pourrais la rajouter ici, mais je ne pourrais pas la rajouter là, car il n'y a qu'une seule carte pour l'instant. En revanche, si j'avais déjà transféré celui-là, eh bien je pourrais transférer ce citoyen qui remplacera donc la carte manquante. Alors attention, les citoyens coûteront quand même la carte qu'ils remplacent. Donc là, si je le place ici, il remplace donc le 1, il faudra donc que je paye 1 à la banque. Par contre, s'il remplace une carte de niveau 3 ici, eh bien il faudra que je paye 3 à la banque, comme si c'était une carte 3 que j'avais transférée.
Alors attention, au moment où je vais compléter une famille, c'est pour ça qu'en fait les transferts se font à tour de rôle dans l'ordre des nouveaux chiffres qui ont été distribués par les jeux, par les cartes. Dès qu'un joueur va recevoir la carte qui lui permet de finaliser une famille, donc là par exemple je finis la quête, la légende de famille, et bien immédiatement je vais recevoir un des jetons bonus qu'on a placé de côté avant qu'on ait débuté la partie. Donc là par exemple je suis le premier à réaliser une famille Hades avec une carte 1, 2, 3, et bien je reçois le jeton qui me rapporte 5 points de victoire. S'il y a un deuxième joueur qui parvient lui aussi à faire une famille Hades, il recevra 2 points de victoire. Alors attention, ces bonus sont cumulables, donc si j'arrive à faire 2 familles Hades, eh bien je peux très bien recevoir les 2 jetons Hades. Pour les familles de niveau, c'est un petit peu différent. Effectivement, dès qu'un joueur va poser la deuxième carte constituant une famille de niveau, eh bien il va immédiatement recevoir le jeton du niveau correspondant. Donc là, par exemple, je commence à niveau 3, je pose une deuxième carte 3, eh bien je vais recevoir le jeton bonus 3, qui me rapporte normalement 9 points de victoire. Mais attention, si quelqu'un d'autre arrive aussi à commencer une famille de niveau 3 et qu'il arrive à dépasser le nombre de cartes que j'ai, donc si par exemple il arrive à poser 3 cartes de niveau 3 alors que moi j'en ai que 2, eh bien il va me voler le jeton. Et c'est toujours le joueur qui aura ainsi le plus de cartes, en fait, qui remportera ce jeton-là. Donc, dès qu'un joueur arrivera à sa 5e et dernière carte de niveau, eh bien, ce sera lui qui prendra la tuile définitivement. Donc, autant vous dire que dès que j'ai commencé une famille, j'ai intérêt à me dépêcher de continuer à la faire avant que quelqu'un me passe devant. Alors, une fois que tout le monde a fait éventuellement ses transferts et reçu éventuellement des jetons, eh bien on passe à la phase 4 du tour en cours, qui est la phase de fin d'époque. À ce moment-là, tout le monde va récupérer en fait les colonnes qu'il va pouvoir remettre dans sa partie centrale. Ensuite, on va pouvoir aussi récupérer en fait les pouvoirs des cartes qu'on a activées grâce à la flèche. Je vous rappelle que c'est des cartes qu'on incline pour indiquer qu'on s'est servi de leur pouvoir. S'il nous en reste en fait dans nos domaines respectifs, hop, on va donc les redresser à ce moment-là. Ensuite, on va replacer en fait ces tuiles sur le temple en fait, comme ceci bien sûr, dans l'ordre dans lequel, hop, elles étaient placées au départ. On avance évidemment le marqueur d'une case. Les anciennes cartes qui sont restées sur la table sont défaussées si elles n'avaient pas toutes été récupérées. Et on va refaire un nouveau placement en disposant, toujours pareil, 3 fois le nombre de joueurs plus 1 pour entamer la nouvelle manche, mais cette fois-ci dans l'ordre des chiffres que l'on a récupérés à la fin de la manche précédente. Alors attention, nous avons vu déjà pas mal de symboles, mais il manque encore les symboles d'Éleusis. Effectivement, ceux qui ont ce petit serpent ont quand même un symbole d'activation à côté. Donc là, par exemple, ce sont des cartes qui se déclenchent lorsqu'on les incline. Mais par contre, lorsqu'elles ont le symbole d'Éleusis, c'est qu'on ne pourra pas les utiliser si nous les avons toutes seules dans notre domaine. Effectivement, il faudra avoir au minimum une autre carte présentant aussi un symbole d'Éleusis pour pouvoir les déclencher. Donc là, par exemple, si j'ai ces 2 cartes, eh bien je pourrais, à mon tour de jeu, les utiliser toutes les deux, en fait, ou en utiliser qu'une seule, car c'est bon, j'ai 2 symboles d'Éleusis minimum dans mon domaine. Enfin, nous avons aussi le symbole Chronos. Ces cartes-là n'utiliseront leur pouvoir qu'en fin de partie. Et ce sont des cartes qui nous rapporteront en fait des points de victoire supplémentaires. Il y a parfois un petit symbole égal ou différent qui indique avec quel type de légende ces cartes sont mieux à utiliser. Car effectivement, elles vont rapporter des points en fonction des légendes, la plupart du temps, avec lesquelles elles seront mises. Donc là, par exemple, le temple de Poséidon nous rapportera 1 point supplémentaire par carte Poséidon dans la légende dans laquelle elle est mise. Donc il faudra évidemment plutôt la mettre dans une légende de Poséidon, c'est-à-dire avec un 1, 2, 3 bleu, plutôt que de les mettre dans une légende avec que des 1 différents, puisqu'à ce moment-là, elle ne rapportera que 1 point pour cette carte.
La partie se poursuit donc ainsi jusqu'à la fin du 5e et dernier tour. Alors à ce moment-là, vous allez commencer par enlever toutes les cartes qui restent encore dans votre domaine. Effectivement, celles-ci ne serviront à rien, il faudra les avoir transférées pour qu'elles rapportent des points. Ensuite, vous enlèverez aussi toutes les cartes qui sont toutes seules à l'intérieur de votre Elysium. Effectivement, une carte toute seule ne constituera pas une légende, et donc vous devrez les défausser pour ne garder que les légendes qui ont au minimum 2 cartes. Ensuite, nous allons marquer des points supplémentaires, justement pour les légendes que nous avons fait en fonction du petit barème qui est distribué en début de partie sur les cartes d'aide de jeu. Par légende de famille, si vous avez 2 cartes, vous rapporterez 3 points de victoire et 6 points de victoire si vous avez 3 cartes. Donc là, par exemple, notre joueur rapporterait 6 points de victoire pour sa légende. Ensuite, pour les légendes de niveau, eh bien, on regardera aussi le nombre de cartes. Donc là, par exemple, 4, ça me rapportera 8 points de victoire supplémentaires. Et une fois qu'on a reçu donc ces points de victoire, nous compterons aussi les points de victoire amenés par les cartes spéciales avec le pouvoir Chronos. Donc c'est à ce moment-là qu'elles se déclencheront et qu'elles rapporteront éventuellement des points supplémentaires dans les légendes dans lesquelles elles sont placées. C'est donc indiqué ici, ça dépend en fait des cartes. Enfin, dernière chose, toutes les cartes de citoyens que l'on aura placées à l'intérieur de ces légendes, malheureusement, nous feront perdre 2 points en moins de victoire qu'il faudra donc remettre dans la boîte. Il nous reste alors plus qu'à faire le total en fait de tous ces points de victoire récupérés, plus les points de victoire des jetons bonus qu'on a éventuellement récupérés dans la partie. Et c'est alors évidemment le joueur qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Attention, en cas d'égalité, c'est assez rare, c'est celui qui aura le plus d'or encore restant en jeu qui l'emportera, mais en sachant que l'or ne rapporte pas des points de victoire, il ne permet juste que de départager comme ceci les égalités. Alors, si vous jouez uniquement à 2 joueurs, vous utiliserez les tuiles avec 2 petits points d'indiquer. Il y a donc un 1 et un 2. Alors, ça devient un peu plus facile de les prendre, car effectivement, lors de votre tour de jeu, il vous faudra soit avoir cette couleur-là, soit cette couleur-là pour récupérer la carte qui se trouve en dessous. Le reste des règles est cependant exactement identique à une partie à 3 ou 4. Alors nous avons vu qu'il existe aussi dans la boîte 3 autres dieux que l'on peut donc utiliser. Alors vous pouvez très bien tirer en fait les dieux au hasard une fois que vous connaîtrez bien le jeu de base, car effectivement les 3 dieux supplémentaires amènent quelques règles supplémentaires aussi. Tout d'abord, Arès va vous rapporter en fait, avec certaines cartes, des points spéciaux représentés par les casques d'Arès que vous disposerez en fait à côté du plateau de jeu dans les réserves générales. Alors, ces points de casque, en fait, vous donneront des points de victoire supplémentaires en fin de partie en fonction du nombre que vous avez par rapport à vos autres joueurs. Donc, ça va vous encourager à faire la guerre aux autres. Et celui qui aura le plus de points de casque, par exemple, rapportera 16 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Donc, voilà pourquoi il n'est pas conseillé forcément de jouer avec dès le début, car en plus, si vous avez plus si vous jouez des cartes, en fait, de monstres, vous pourrez aussi attaquer les autres joueurs et les embêter dans leur stratégie. Hermès, quant à lui, a plutôt une stratégie qui va être basée en fait sur la triche, donc il amène aussi pas mal de changements de règles, la possibilité de faire jouer des cartes qui viennent de votre Elysium, et puis ou de jouer des cartes qui viennent du paquet, du domaine d'autres joueurs. Donc voilà, pas mal de trucs supplémentaires qui sont un petit peu compliqués à prendre en compte. Enfin, nous avons Apollon qui change pas mal de choses, car lorsque vous allez jouer avec Apollon, vous allez rajouter l'oracle en jeu, et en dessous de l'oracle, à chaque nouveau tour, vous rajouterez 4 cartes. Ces cartes sont 4 cartes qui arriveront au tour suivant. Lors du tour suivant, on videra l'agora et on rajoutera en fait ces cartes dans l'agora, et on ne fera que compléter avec des cartes tirées de la pioche pour arriver au total dont on a besoin. Donc ça permet d'anticiper sur le tour suivant en fait les cartes qui arriveront. Et donc ça demande encore plus de prévisionnel et c'est pas évident du tout à prendre en compte sur les premières parties. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser avant au moins votre 3e partie, sauf si vous êtes déjà un gros habitué des jeux de cartes actifs de ce genre.
Voilà donc pour Elysium, donc vous l'aurez compris, un excellent jeu de cartes et puis de gestion, donc assez complexe à prendre en compte car il y a énormément de cartes. Alors heureusement, en plus de la règle, vous avez un petit livret qui présente en fait en détail les explications pour chacune des cartes du jeu et vous pourrez vous y référer sur vos premières parties pour bien comprendre en fait comment elles fonctionnent. Il est à noter donc qu'il y a aussi de magnifiques illustrations sur les cartes et qu'en plus elles sont liées en fait à la mythologie grecque, donc il y a vraiment un petit peu tout, et que les cartes sont chaque carte correspondant à un dieu est dessinée par un dessinateur différent, mais qui sont tous aussi talentueux, chacun dans leur propre style. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très très sympathique aussi au niveau illustration, bien qu'on réfléchisse beaucoup pendant le jeu et qu'on ne se fie guère en fait à l'histoire, mais en fin de partie vous pourrez regarder vos légendes respectives et puis si vous voulez raconter une petite histoire correspondant à la légende de votre héros. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.